au juge en matière d'outrage ne se limite pas à celles énumérées au Code de procédure civile. Le tribunal est toutefois d'avis que les tribunaux au Québec, ayant à disposer d'une situation similaire au cas d'espèce, ne sont pas limités aux seules sanctions énoncées à l'article 51 CPC, et ce, pour les motifs ci-après exposés. Il est bien campé dans notre droit que le Code de procédure civile n'est pas un exposé exhaustif du droit judiciaire québécois. Le pouvoir de punir pour outrage au tribunal est, parmi les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure, l'un des plus importants. Ce pouvoir se rattache essentiellement au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Le législateur du Québec ne peut restreindre le pouvoir de surveillance et de contrôle que la Cour supérieure possède depuis avant la Confédération. Il en découle donc que les sanctions ou remèdes disponibles aux juges en matière d'outrage civil ne se limitent pas à ceux énumérés à l'article 51 CPC. À tout le moins, l'on ne doit pas lire l'article 51 CPC comme une liste exhaustive des sanctions possibles. Le tribunal peut prononcer toute mesure coercitive qu'il estime nécessaire dans le but d'assurer le respect de ses ordonnances. C'est l'essence même de son pouvoir en matière d'outrage au tribunal en matière civile et de son devoir fondamental d'assurer le respect de la règle de droit. Le tribunal ne tire pas ici sa compétence du Code criminel ni du Code de procédure pénale, LRQCC 25.1 à l'exception du chapitre 13 de ce dernier code quant à l'exécution. Il peut toutefois s'inspirer de ces dispositions dans la mesure où la sanction retenue apparaît raisonnable et nécessaire pour atteindre l'objet visé, la sanction d'un droit et le maintien de l'autorité des tribunaux. Il importe également de noter que le Code de procédure civile énonce clairement aux articles 2, entre 20 et 46 CPC l'existence des pouvoirs généraux des tribunaux de rendre des ordonnances propres à assurer la sanction des droits de tout justiciable. 21. Référence omise. 55. Les principes de prononciation des peines doivent être particularisés pour chaque accusé. 56. En l'espèce, le défendeur désobéit volontairement aux ordonnances prononcées. Il se pose en victime du système judiciaire dont il revendique pourtant l'utilisation. Il promet de déposer des plaintes criminelles privées contre ceux qui osent témoigner contre lui. 57. Il a toutes les caractéristiques du plaideur quérule que notre collègue Clément Gascon énumérait dans Pogance et Barreau du Québec 22. 81. Quant au comportement quérule et à l'exercice excessif et déraisonnable du droit d'ester en justice reproché au docteur Pogan, le test applicable est aujourd'hui connu. Une doctrine et une jurisprudence bien établies cernent une dizaine de caractéristiques ou traits permettant d'identifier si un plaideur doit être assujetti aux restrictions qu'imposent les articles 54.5 CPC et 84 RPC. 82. Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci. 1. Le plaideur quérule fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme. 2. Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense. 3. Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n'est pas rare que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégation de partialité et plainte déontologique. 4. Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs. La recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente. 5. Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel. 6. Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépenses et les frais de justice afférents. 7. La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation. 8. Il se représente seul. 9. Ces procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. 83. Pour sa part, le tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière. 1. La recherche de condamnation monétaire démesurée par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat. B. L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérule revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. 84. Cela dit, pour conclure à un comportement quérule, excessif et déraisonnable sur la foi de ses caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce.
C'est la globalité de l'analyse qui importe. 58. Bien que le tribunal tente de l'assister, le défendeur fait tout pour lui rendre la tâche impossible. Il ne plaide pas pour se défendre. Il semble plaider pour son public. 59. La peine à être prononcée doit être dissuasive sans permettre au défendeur de s'ériger en victime. 60. Cette peine devra permettre le respect du rôle et de l'autorité des tribunaux, tout en s'assurant du respect d'une loi d'ordre public adoptée pour la protection du public. 61. En laissant sur son site Facebook la vidéo qu'il a publiée, le défendeur désobéit de façon continue à l'ordonnance rendue par notre collègue Jean-Guy Dubois, JCS. 62. En conformité avec l'article 515 CPC, le tribunal ordonnera au défendeur d'enlever cette vidéo de son site Facebook. Un délai de 10 jours sera accordé au défendeur pour enlever ladite vidéo, et si le défendeur refuse d'obtempérer, le défendeur sera condamné à purger une peine d'emprisonnement de 30 jours et à la fin de cette période de 30 jours, le défendeur sera appelé à comparaître à nouveau devant le tribunal et l'emprisonnement pourra être prononcé de nouveau jusqu'à ce qu'il obéisse. 63. Quant au montant des amendes proposées par le demandeur, le tribunal l'accordera même si la peine suggérée est très clémente. Pour ces motifs, le tribunal. 64. Déclare les défendeurs M. R. et Centre d'entraide familiale L'Unité, personne morale sans but lucratif, opérant maintenant sous le nom Unité citoyenne d'enquête anticorruption coupable d'outrage au tribunal. 65. Condamne le défendeur M. R. à une peine de 1 000 $ d'amende. 66. Condamne Centre d'entraide familiale L'Unité, personne morale sans but lucratif, opérant maintenant sous le nom Unité citoyenne d'enquête anticorruption à une amende de 5 000 $. 67. Ordonne le retrait de la vidéo du 12 juillet 2018 et sa destruction du site Facebook du défendeur M. R. 68. Accorde un délai de 10 jours au défendeur M. R. pour enlever la dite vidéo de son site Facebook. 69. À défaut par le défendeur M. R. d'obtempérer à la présente ordonnance dans un délai de 10 jours du présent jugement, ordonne l'emprisonnement du défendeur M. R. pour une période de 30 jours. 70. Le mandat d'arrestation pour l'emprisonnement du défendeur M. R. sera émis sur preuve sommaire, présenté à un juge de la Cour supérieure avec avis de présentation de 2 jours, que la dite vidéo se trouve toujours sur la page Facebook du défendeur. 71. Le défendeur M. R. ainsi emprisonné devra être périodiquement appelé à comparaître devant le tribunal à la fin de sa période d'emprisonnement de 30 jours et l'emprisonnement pourra être prononcé à nouveau jusqu'à ce qu'il obéisse. 72. En aucun cas, l'emprisonnement ne pourra excéder 1 AM. 73. Le tout avec les frais de justice. Gaëtan Dumas, JCS. Maître Claude G. Leduc. Mercier Leduc. Procureur du demandeur. Monsieur R. personnellement. Date d'audience. Entre 25 et 26 février 2019. 1 pièce.